L'appel est arrivé un mercredi, un jour assez ordinaire pour que j'aie encore l'haleine de café et des post-it collés à ma manche à cause de la précipitation du matin. Je venais à peine de m'asseoir sur ma chaise de bureau quand mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu, pas d'identifiant de l'appelant, aucune raison de répondre, mais je l'ai fait quand même. Bonjour, suis-je bien en ligne avec Nora Delaney? J'ai hésité. Oui. Ici Charles, de la Liberty National Bank. Nous vous appelons au sujet de votre solde hypothécaire de 523 000 $. Nous avons renvoyé plusieurs avis, mais... Je n'ai pas d'hypothèque, ai-je répondu, la voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Vous devez faire erreur. Un silence. Madame, le dossier que nous examinons contient votre nom, votre date de naissance et votre numéro de sécurité sociale. Vous êtes répertoriée comme l'emprunteuse principale. Le prêt a été ouvert il y a 3 ans. 3 ans. Mon esprit s'est figé. C'était l'année où Méline, ma petite sœur, avait commencé à parler d'acheter une maison. Elle appelait ça son nouveau départ, disait qu'elle voulait quelque chose de suffisamment grand pour fonder une famille. Je me souvenais d'elle agitant des photos Pinterest au-dessus de la table du dîner, riant des scores de crédit comme si c'était des blagues idiotes. Maman avait dit, on trouvera une solution. La famille trouve toujours un moyen. Mais pas de cette façon. J'ai mis fin à l'appel poliment, d'une manière ou d'une autre, puis je suis restée là, fixant le vide pendant 1 minute entière. Le bourdonnement du ventilateur de mon ordinateur remplissait le silence. Mes paumes étaient moites, ma bouche sèche. Je me répétais que ça devait être une erreur, un malentendu, une faute de frappe peut-être, quelqu'un avec le même nom dans le même état. Mais mon instinct n'y croyait pas. J'ai fouillé dans le tiroir à côté de mon lit, remuant de vieux bulletins de paie et des cartes d'anniversaire. J'ai retrouvé la dernière lettre que j'avais reçue de Liberty, un prospectus banal que j'avais jeté des mois auparavant. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque. Maintenant, cela ressemblait à un avertissement que je n'avais pas su lire. Je me suis assise par terre dans mon appartement, entourée d'enveloppes et de feuilles volantes, regardant ma vie en miettes. Je ne possédais aucun bien immobilier, aucun prêt automobile, aucun compte conjoint. Mes finances étaient simples par choix. Et pourtant, quelqu'un m'avait endetté à hauteur d'un demi-million de $. Et pas n'importe qui. Il n'y avait qu'un seul groupe de personnes qui avaient mon nom complet, mon numéro de sécurité sociale, ma signature sur papier, récoltée au fil des années à force de les aider à remplir des formulaires FAFSA, des documents médicaux et des demandes bancaires, ma famille. La pensée s'est formée avant que je puisse l'arrêter. Je ne voulais pas y croire, mais certaines trahisons ne défoncent pas la porte, elles se contentent de tourner doucement la clé derrière vous. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée dans mon lit, les yeux fixés au plafond, ressassant la même idée en boucle. S'il m'avait demandé, est-ce que j'aurais dit oui? Je ne le pensais pas, mais ce n'était pas la question. Il ne m'avait jamais donné le choix. Au matin, j'avais cessé de faire semblant. Ce n'était pas une erreur. Les pièces s'emboîtaient trop bien, le timing, les mots, le silence. Méline parlait encore de sa maison de rêve quelques mois avant la date de ce prêt, une véranda qui fait le tour, un sous-sol aménagé, de l'espace pour les projets futurs. À l'époque, elle était entre 2 emplois, son crédit était fichu, mais notre mère avait dit de ne pas s'inquiéter. Maddy trouve toujours un moyen. Apparemment, j'étais le moyen. J'ai commencé à sortir de vieux documents de mon classeur, des choses que je n'avais pas touchées depuis des années. Anciens formulaires fiscaux, copies de sécurité sociale, police d'assurance que j'avais co-signées quand maman avait été opérée. Là, de ma propre écriture, se trouvaient les clés du royaume, tout ce dont quelqu'un aurait besoin pour usurper mon identité. Et je leur avais tout remis, morceau par morceau, parce que j'étais la responsable, celle qui répare, la fille discrète qui ne fait pas de vagues. Je repensais à la manière dont ma mère le disait, presque fièrement, Nora n'a pas besoin d'aide. Elle est forte. Elle trouve toujours une solution. C'était toujours ça, l'échange, Méline avait droit à la compassion, moi j'avais droit au silence. En grandissant, c'était de petites choses. Elle oubliait de ranger, et c'était, elle traverse une phase. J'oubliais, et c'était, tu sais mieux que ça, Nora. Elle abîmait sa voiture, et papa disait, c'est pour ça qu'on a une assurance. Je demandais un ordinateur portable d'occasion, et maman me rappelait qu'on n'était pas Crésus. Il ne me détestait pas, ça aurait été plus simple. Il ne me voyait juste pas comme quelqu'un qui pouvait se briser. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils ont pensé que c'était acceptable, signer à ma place, utiliser mon crédit, m'inclure dans un mensonge qui aurait pu détruire ma vie. Peut-être qu'à leurs yeux, j'étais assez forte pour tout porter.
Mais sous cette façade calme, quelque chose avait changé. Pas de la rage, pas de la vengeance, de la clarté. J'ai ouvert mon ordinateur portable et demandé les documents du prêt à la banque. La femme au téléphone avait une voix polie, efficace, sans savoir que son fichier PDF allait tout changer. Quand il est arrivé, j'ai fixé l'écran. Et là, page après page, mon nom, ma date de naissance, mes informations, ma signature. Sauf que ce n'était pas la mienne. Elle y ressemblait trop. Quelqu'un s'était entraîné, avait étudié, peut-être même recopié. Mais il n'avait pas reproduit l'hésitation dans mon R ni la légère inclinaison vers le haut dans le Y de Delaney. Cette signature était plus nette, plus droite, sûre d'elle comme la mienne ne l'avait jamais été. La regarder, c'était comme contempler une version de moi-même que je ne reconnaissais pas, une imitation qui avait trompé le monde entier sauf moi. Et le plus effrayant? Je savais exactement qui l'avait écrite. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas envoyé de message à Méline, ni rédigé un long paragraphe tremblant à mes parents pour leur demander comment ils avaient pu faire ça. Je n'ai pas crié, ni exigé. J'ai simplement commencé à rassembler chaque copie de chaque document qui me liait à eux, déclaration d'impôt, autorisation médicale, formulaire de prêt étudiant que j'avais co-signé quand papa avait perdu son travail. Je suis remontée sur près de 10 ans, dossier par dossier, construisant une discrète piste de papier. Il y avait tant de signatures, tant de petits moments où j'avais dit oui par devoir, par amour, par habitude. J'avais dit oui alors que personne ne m'avait même demandé. Une par une, j'ai imprimé mes propres archives, rapports de crédit, journaux de protection d'identité, une liste de comptes à mon nom. Je n'avais jamais possédé de bien immobilier, et pourtant, c'était là, tout le dossier hypothécaire de Liberty National avec mon nom sur la ligne pointillée. Notarié, légalement contraignant, signé, scellé, et volé. Pendant un moment, j'ai tout gardé sur ma table de cuisine, classé en piles bien ordonnées comme si je préparais un exposé scolaire. Mais ce n'était pas l'école. C'était une question de survie. Une collègue de travail, Sloan, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle m'a surprise à fixer le vide trop longtemps pendant le déjeuner et m'a prise à part. On dirait que tu retiens ta respiration, a-t-elle dit. Je lui ai tout raconté. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elle faisait partie des rares personnes qui appelaient pour demander « Comment tu vas ?» et le pensaient vraiment. Elle n'a pas essayé de me consoler, elle a juste sorti son téléphone et dit « Appelle ce type. Il est malin, il ne recule pas devant les histoires de famille. » C'est comme ça que j'ai rencontré Monsieur Whittaker. Il était plus âgé, ancien militaire peut-être, avec une voix qui ne gaspillait pas un mot. Je me suis assise en face de lui dans un petit café à 3 pâtés de maison de chez moi, pas de réceptionniste, pas de hall d'ascenseur, juste lui, un bloc-notes, et un café noir. Il a feuilleté ma pile de documents sans dire un mot. Quand il a fini, il a refermé le dossier et m'a regardé droit dans les yeux. Vous comprenez ce que c'est, n'est-ce pas? Je crois, ai-je répondu. Fraude et vol d'identité, a-t-il ajouté, au minimum. Entendre ces mots à voix haute m'a serré la poitrine. J'ai hoché la tête. Je ne veux pas les détruire. Je veux juste que ce soit annulé. Vous ne détruisez personne, dit-il. Vous récupérez ce qui vous appartient. Pendant l'heure qui a suivi, il m'a expliqué les démarches, déposer une plainte, avertir la banque par écrit, soumettre les preuves, contester légalement l'hypothèque, porter plainte si nécessaire. Ce sera long, m'a-t-il averti, et ça brûlera tous les ponts encore debout. J'ai réfléchi à ce mot, brûler. Comme si le pont n'existait encore. Comme si je n'étais pas déjà en train de marcher seule depuis des années. De retour chez moi, j'ai ouvert une vieille carte d'anniversaire dans une boîte que je n'avais pas touchée depuis mon déménagement. Elle venait de ma mère, j'ai reconnu son écriture arrondie avant même de lire. Bon 28e anniversaire à notre fille la plus stable. On ne le dit pas assez, mais tu as toujours été notre roc, notre plan B. On a tellement de chance de t'avoir. Notre plan B. C'était censé être tendre, je le sais maintenant. Mais tout ce que je ressentais, c'était la vérité derrière ces mots, il m'avait toujours vue comme fiable, forte, silencieuse. Tellement silencieuse qu'il pensait que je ne dirais jamais non. Mais j'en avais fini d'être le plan de secours. Maintenant, j'avais un plan à moi. Le dimanche est arrivé vite, trop vite. Je me suis retrouvée devant la maison de mes parents, celle avec les volets blancs et l'allée fissurée, serrant un dossier dans mon sac à main comme s'il pouvait brûler à travers le cuir. Je ne leur avais pas adressé un mot de toute la semaine, depuis que j'avais reçu les documents, depuis que j'étais allée dans le bureau de Monsieur Whittaker et que j'avais compris que ce n'était pas juste un désordre, c'était criminel. Et pourtant, j'ai frappé.
La porte s'est ouverte presque aussitôt. Ma mère a rayonné. Nora, ma chérie. J'allais justement sortir le rôti du four. Comme si rien ne s'était passé. Je suis entrée. La maison sentait le nettoyant au citron et les oignons, comme toujours. Méline était recroquevillée sur le canapé, scrollant sur son téléphone, un verre de vin vide à côté d'elle. Mon père était assis dans son fauteuil, regardant un match de football comme si le monde n'avait pas basculé. Personne ne m'a regardé trop longtemps. Je suis restée silencieuse pendant tout le dîner, rôti de bœuf, purée de pommes de terre, haricots verts avec trop d'ail. Ma mère faisait la conversation, Méline se plaignait de son syndicat de copropriété, papa grognait devant la télé. J'ai attendu. Après que les plats ont été débarrassés, j'ai parlé. Juste une petite question. 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi, une curiosité légère, sans tension, comme si Nora allait encore poser une question pratique, sûrement à propos d'assurance ou de pneus. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose à propos d'un prêt hypothécaire à mon nom? Silence. Celui qui rend l'air plus lourd. Les épaules de Méline se sont raides. Le sourire de ma mère est resté figé à mi-parcours. Mon père s'est raclé la gorge. Je n'ai pas bougé, pas cligné des yeux. J'ai juste attendu. Finalement, maman a parlé, d'une voix douce comme si on parlait d'une facture en retard. Oh, ma chérie, c'est juste du papier. Maddy avait besoin d'aide pour être admissible. Ce n'est pas comme si tu payais quoi que ce soit. C'est la famille. Méline a ajouté, toujours les yeux fixés sur la table. Tu as un bon crédit. Moi non. Ce n'est pas juste si tu refuses d'aider. Pas juste. Comme si j'étais égoïste d'avoir demandé. Comme si c'était normal. Je les ai regardés, la femme qui m'a élevée, la sœur que je protégeais autrefois de ses cauchemars, le père qui m'avait dit un jour que j'étais son calme au milieu de la tempête. Ils ne voyaient pas ce qu'ils avaient fait comme mal. Pour eux, c'était normal. J'ai hoché la tête, lentement, de façon neutre. Merci pour l'explication, ai-je dit doucement. Méline s'est détendue, déjà replongée dans son téléphone. Mon père a repris la télécommande. Ma mère avait l'air soulagée, comme si une crise venait d'être évitée. Aucun d'eux n'a vu ce qui venait de changer. Ils pensaient que j'étais encore la même Nora, toujours la silencieuse, toujours fiable. Mais je n'étais pas venue pour me battre. J'étais venue pour écouter, pour leur donner une chance. Et ils l'ont utilisée pour justifier leurs mensonges. Le lendemain matin, j'ai déposé la plainte au commissariat. L'agent avait l'air de quelqu'un qui avait vu trop d'histoires de famille, fatigué, poli, prudent. Quand je lui ai remis le dossier que j'avais construit avec l'aide de M. Whittaker, il l'a feuilleté lentement, fronçant un peu plus les sourcils à chaque page. « Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout » a-t-il demandé, pas par doute, mais par hésitation. « Si je ne le fais pas, ai-je répondu, ils recommenceront. » Il a hoché la tête, tamponné les papiers. C'était officiel. Cet après-midi-là, j'ai envoyé la lettre recommandée à Liberté Nationale. À l'intérieur se trouvait le rapport de police, une contestation formelle et des copies de ma pièce d'identité. J'ai regardé l'employé du bureau de poste glisser l'enveloppe dans le bac des départs comme si c'était un courrier ordinaire. Mais pour moi, c'était une rupture, une ligne discrète, définitive, tracée à l'encre. Je ne les ai pas prévenus. Pas de coup de téléphone furieux, pas de confrontation. Juste le silence. 3 jours passèrent. Puis 5. Puis une semaine entière. Aucun appel, aucun message. Juste la douleur sourde d'attendre que quelque chose casse. Et puis, enfin, ce fut le cas. Le vendredi soir, juste après le coucher du soleil, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et vu ma mère dehors, emmitouflée dans son plus beau manteau, le visage tendu par quelque chose entre la colère et la peur. J'ai ouvert la porte sans reculer. Elle n'a pas attendu d'invitation. « Comment as-tu pu » a-t-elle sifflé. « Comment oses-tu aller voir la police ?» Sa voix était tranchante, mais en dessous, j'ai entendu la panique. Pas à propos de moi. À propos de ce que ça signifiait. De l'exposition. Je n'ai rien dit. Je comptais sur toi pour comprendre, a-t-elle continué. Méline avait besoin d'aide. La famille se soutient. Non, ai-je dit doucement. La famille demande. Elle ne vole pas. Elle a cligné des yeux, comme si mes mots la heurtaient davantage à cause de leur calme. Tu as tout gâché, a-t-elle lâché. Tu sais ce que ça donne comme image? J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien gâché, ai-je dit. J'ai juste arrêté de faire semblant que tout allait bien.
Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais je refermais déjà la porte. Le loquet s'est enclenché avec un bruit à peine audible, mais pour moi, il résonnait plus fort que n'importe quel cri. Cette nuit-là, Méline a appelé 12 fois, laissé 4 messages vocaux, chacun plus furieux que le précédent. Je les ai supprimés sans les écouter. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de Liberté Nationale. Nous avons suspendu le prêt hypothécaire en attendant une enquête complémentaire. En pièces jointes, des excuses officielles. Ils allaient examiner les registres de notarisation et le dossier de signature. Mon score de crédit était encore endommagé, mais le processus de réparation avait commencé. J'ai appelé Monsieur Whittaker. Ils prennent ça au sérieux, ai-je dit. C'est souvent le cas, a-t-il répondu, quand on ne crie pas, mais qu'on montre simplement la vérité. Il avait raison. Je n'avais pas crié, je n'avais pas supplié. J'étais juste resté debout pendant que la vérité faisait son œuvre. Et d'une certaine manière, ça avait suffi. Dans les semaines qui ont suivi, le silence s'est épaissi autour de moi. Plus de textos, plus d'invitations, plus de rappels culpabilisants que je devrais être reconnaissante d'avoir une famille. Il ne voulait pas réparer les choses, il voulait juste la version de moi qui disait toujours oui. Mais elle n'existait plus. À la place, j'ai rempli mes week-ends de choses que j'avais oublié aimer, aller au marché fermier, acheter des fleurs pour ma table de cuisine, m'asseoir en silence avec un livre sans téléphone qui sonne. Je ne voulais pas de vengeance, pas vraiment. Je voulais juste de la distance et de la paix. Et pour la première fois, je les avais. Les mois ont passé. Le printemps est arrivé doucement, les arbres fleurissaient en rose pâle et jaune comme si le monde avait décidé de recommencer, que je sois prête ou non. Je gardais la tête basse, répondais aux emails de Monsieur Whittaker, signais des documents, consultais mon dossier de crédit comme s'il s'agissait de la météo. Je ne lui faisais pas encore confiance, l'affaire était toujours en cours, les dégâts encore là, mais quelque chose en moi s'était apaisé. Je passais mes week-ends en mouvement, randonnée, poterie au centre communautaire, bénévolat à la bibliothèque le samedi. Rien de spectaculaire, mais c'était à moi des heures qui n'appartenaient à personne d'autre. Un matin, je tenais mon stand à une foire artisanale locale, entourée de mugs et de bols dépareillés que j'avais façonnés avec des mains encore hésitantes. Une femme prit une pièce intitulée « Reprise », une tasse légèrement de travers, lisse par endroits, imparfaite par d'autres. Elle la fit tourner dans sa paume. Pourquoi ce nom? Je haussai les épaules. Parce que ça n'était pas censé exister, mais ça existe. Elle sourit, paya en liquide, et s'éloigna. Ce soir-là, je m'assis sur mon balcon avec une tasse de thé et le premier vrai silence que j'avais gagné depuis des années, pas le silence d'être ignoré, mais celui d'être enfin non revendiqué. C'est alors que je les vis, ma mère, mon père, et Méline, debout au bord du parking près de mon immeuble, comme s'ils ne savaient pas s'ils devaient s'approcher ou faire demi-tour. Ils semblaient plus petits que dans mes souvenirs. Le maquillage de Méline était coulé, la chemise de mon père froissée et sortie de son pantalon, et ma mère serrait son sac contre elle comme si c'était la seule chose solide qu'il lui restait. Je descendis les escaliers lentement, sans me presser, sans me cacher. Lorsqu'ils m'aperçurent, ils se figèrent. « Nora ?» commença ma mère, la voix tremblante. « On a fait des erreurs, mais on reste une famille. » Méline fit un pas en avant. « J'ai juste besoin d'aide, juste pour un moment. S'il te plaît, ne nous ferme pas la porte. » Il n'y avait plus de feu en moi, plus de colère, juste un calme profond, immobile, né du fait que je savais qu'ils n'étaient pas là parce qu'ils m'aimaient. Ils étaient là parce qu'ils avaient à nouveau besoin de moi. Je posai mon sac et les regardai, vraiment regardai, chacun d'eux. « J'espère, dis-je lentement, que vous comprendrez un jour ce que signifie vraiment être une famille. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut voler, ni simuler, ni attendre quand ça vous arrange. » Je glissai la main dans la poche de mon manteau et en sortis une enveloppe manille. À l'intérieur, il y avait une copie imprimée du document hypothécaire falsifié, mon nom, leur signature, et un tampon rouge en travers sur lequel était écrit simplement « Annulé ». Derrière, se trouvait autre chose, une carte d'anniversaire d'il y a des années, celle qui disait « Tu as toujours été notre plan de secours ». Je tendis l'enveloppe à ma mère. Ses mains tremblaient en la prenant. « Je ne suis pas en colère, dis-je. Plus maintenant. » Elle ouvrit la bouche pour parler, mais je ne lui laissai pas le temps. « Je suis enfin libre, dis-je, et je ne reviendrai pas. » Puis je me retournai et partis. Le son de mes pas dans l'escalier pesait plus lourd que n'importe quelle dispute que j'aurais pu avoir. Je ne me retournai pas. Une fois arrivé au dernier palier, je m'arrêtai. Le vent soulevait légèrement le bord de mon manteau, le soleil commençait à se coucher,
projetant de longues ombres sur le parking. Je murmurais, pas pour eux, mais pour moi. Parfois, partir est la chose la plus bruyante qu'on puisse dire. Et je le pensais. Ils avaient utilisé mon nom comme s'il leur appartenait, mais je suis partie. Sans crier, sans prévenir, juste un silence qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Si un jour vous avez été traité comme un plan de secours, vous comprendrez pourquoi je ne me suis jamais retournée. Certaines vérités ne sont pas dites pour être pardonnées, mais pour ne jamais être oubliées.